que oui, parce que moi, je ne la vois plus à Montréal. Nous irons à Toronto en auto. Nous irons à Ottawa en Wawa. Nous irons à Montréal à cheval. Nous irons à Québec à pied sec. Voilà, voilà, un beau voyage, et voilà surtout, aller à la montagne, 5 piastres que je viens de gagner, puisque nous avions parlé que je ne chanterais pas en direct dans Zigzag Café. Alain s'est perdu 5 piastres dans quelques minutes, ici même au stand du Salon du Livre. 5 piastres tout de suite après le générique. Oui, alors rassurez-nous tout de suite, Alain La Montagne, dites-nous, c'est l'effet du sirop d'érable qui rend Alex dans cet état? Je sais pas, mais j'ai perdu 5 $ en tout cas. Là, je vous rappelle le principe de l'émission. On reçoit Alain La Montagne, on reçoit surtout le Québec tout au cours de la semaine, puisque le Québec est hôte d'honneur du Salon du Livre et de la Presse de Genève, et qu'à ce titre-là, eh bien, on a beaucoup évoqué la belle province, on a parlé musique, on va parler musique, presse, littérature également, puisqu'on reçoit Louis-Bernard Robitaille, qui est journaliste, écrivain, correspondant pendant très très longtemps à Paris. Eh oui. Bon connaisseur de la France. Bah, je sais pas, 25 ans, oui, ça oui. permet déjà de savoir ce qu'on ignore. Hein. Et un livre qui s'intitule « Et Dieu créa les Français ». Vous verrez, ça manque pas d'humour. Renato Burgi avec nous, président de... Reporters sans frontières. Président de Reporters sans frontières, qui est également au Salon du Livre. Voilà, nous avons un stand, oui. Et la raison d'être de Reporters sans frontières? Eh ben, c'est la défense de la liberté de la presse, la liberté d'information dans le monde. Et vous savez qu'elle est très malmenée dans beaucoup de pays du monde. Voilà, David, bonjour. Oui, bonjour Jean-Philippe. Je commence à regretter de ne pas être à la place d'Alex. J'ai l'impression qu'on s'amuse beaucoup au Salon du Livre. Vous buvez aussi le sirop d'érable? Non, du jus d'orange. Alex, je vous conseille de faire la même chose. Elisa? Oui, bonjour. Ben justement, à propos de sirop d'érable, là, vous m'avez mis l'eau à la bouche. Et regardez, parce qu'au stand québécois, il n'y a pas que des livres. On y va. Bienvenue au Salon du Livre de Genève, particulièrement ici au stand du Québec, qui est invité d'honneur cette année. Tout à fait. Une grande surface avec beaucoup de livres, beaucoup d'éditions et de la musique, mais surtout, de quoi que les gens ne s'attendront pas, de la surprise peut-être, Oui. c'est que vous pouvez déguster des produits d'érable très intéressants, autres que le sirop d'érable. Hein. D'ailleurs, si tu veux déguster... Ça, c'est du sucre d'érable. Je ne vais pas me gêner. Donc, c'est le sirop d'érable qui est cristallisé. Alors, Jean-Philippe, si tu veux venir goûter ici, je t'invite cordialement. Il y a beaucoup d'espace et surtout beaucoup de bons produits à déguster. Bah écoute, il est 12h59, je suis là vers 15h, pas de problème, on va aller goûter tous ensemble les produits de la belle province. Merci Elisa de cette invitation. En tout cas, allez-y, parce que c'est très bon. Voilà, puis on va retourner tout de suite, parce que vous avez compris le principe. Nous sommes en duplex avec le Salon du Livre, nous sommes en duplex avec Alex Descotes. On va voir s'il se porte un tout petit peu mieux. En duplex, ça veut dire en double. Hein. Oui, Alex. En direct, oui, en direct, il était 12h59 tout à l'heure, il est 13h maintenant, donc nous sommes à la même heure. En direct du Salon du Livre et en direct du stand du Québec, un stand immense, un stand prestigieux. Et avec nous, Lise Oligny qui représente Québec Édition, qui est donc à l'origine de cette présence. Alors pour vous, quel travail est-ce que ça a été et qu'est-ce que ça signifie d'être là au nom du Québec? Je crois que c'est le summum d'organisation de tous les salons et ça me fait particulièrement plaisir par rapport au Salon du Livre de Genève parce que on sent un amour tellement grand des Suisses pour la culture québécoise que c'est un peu le feu d'artifice aujourd'hui. Ça a été difficile à mettre en place pour vous, pour faire venir un certain nombre d'auteurs ou ils sont venus facilement? On en recevra tout à l'heure. Il fallait peut-être les convaincre parce que bien sûr on a toujours le côté plus parisien, mais non, je crois que l'invitation a été très très bien reçue. Bon, alors qu'est-ce qui se passe sur votre stand? On vient d'entendre qu'il y avait du sirop d'érable et j'espère bien qu'on va pouvoir aller y pointer le doigt. Oui, j'ai déjà fait moi. Vous avez déjà fait, j'imagine. Bon, mais à part ça, en ce qui concerne les activités littéraires, il y a aussi des disques, c'est très important parce qu'on ne trouve pas facilement tous les disques du Québec ici. Non, c'est pas très bien distribué ici. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour nous mettre l'eau québécoise à la bouche?
Pour les livres, Pour les disques, pour tout. Bon, pour les disques, je pense à Daniel Bélanger, Jean Leloup, qui sont effectivement les jeunes loups en musique au Québec, si vous voulez. Bien sûr, je vous conseille également des livres qui parlent davantage de grands espaces, là, comme Robert Lalonde, Pierre Morancy, mais aussi la littérature des plus jeunes, qui est une littérature, je crois, plus américaine, plus de ville, ce qu'on appelle chez nous la génération X. Alors, c'est une littérature plus dure, si vous voulez, et qui transcende un petit peu les livres habituels au Québec. Vous en parlez bien, vous écrivez aussi? Non. Non, pas du tout? Non. Vous n'avez pas envie? J'écris des fax. Vous écrivez des fax? J'en ai reçu quelques-uns ici, ça vous était bien utile. J'espère. Voilà Jean-Philippe, ce qui se passe ici. Tout à l'heure, nous allons recevoir un certain nombre d'éditeurs, d'auteurs aussi. À tout à l'heure donc, et quand vous voulez, nous sommes à votre disposition. D'accord, fax pour vous. Vous restez avec nous, n'est-ce pas, Alex? Vous ne partez pas goûter tous les magnifiques produits de la belle province. Et puis, puisqu'on parlait des denrées québécoises, denrées à ne manquer sous aucun prétexte, regardez, ce sont 2 disques, et quand vous regardez bien la fourre, vous lisez Monsieur Lamontagne, Alain de son prénom. Eh bien, Alain Lamontagne, c'est celui qui est sur le plateau. Il a imprimé des galettes. Est-ce qu'on peut les trouver, ces galettes, au Salon du Livre? Uniquement au Salon du Livre. Et en nous appelant, parce que nous, on est pistonnés, au 022 708 99 00. On s'arrangera si ces disques vous intéressent, on peut en faire quelque chose. Oui, parce qu'on peut vous préciser une chose quand même, c'est qu'Alain Lamontagne, homme délicieux, passe la semaine avec nous, et puis il a un énorme problème. On lui a pris, ou peut-être qu'il a perdu, mais il semble qu'on lui ait plutôt pris son passeport. Il doit repartir demain. Alors la personne qui a le passeport est assez sympa, ça sert à rien, un passeport d'Alain Lamontagne, sauf Alain Lamontagne. Vous le ramenez, vous débrouillez, vous le posez quelque part, vous laissez un appel anonyme sur 708 99 00, mais vous lui rendez service parce qu'il est là jusqu'à dimanche. Mais si on ne retrouve pas le passeport, c'est 3 mois. C'est 3 mois, hein. C'est 3 mois. À mon avis, c'est un fan. À mon avis, c'est un fan. Voilà, résumé de l'émission précédente, c'était mardi. Cours de langue en duo et en musique mardi à Zigzag Café en compagnie de Daniel Lavoie et Alain Lamontagne. À la montagne, la musique à bouche débouche naturellement sur la pratique des langues orientables. Comme ça, mais en fait, c'est les lèvres, les joues, la gorge, le haut des poumons, le bas des poumons. Pour jouer de l'harmonica, il faut que tu aies une bonne langue pour faire des latéraux. C'est ça, Marseille, c'est Ce qui n'empêche pas d'avoir la voix qui porte et la langue qui fourche. 2500 km de différence d'abord. Voilà. Le Manitoba est à 2500 km à l'ouest du Québec. Tandis qu'apparemment, la langue québécoise est plutôt une langue pour rire. C'est une langue, c'est aussi toute une façon d'être. C'est à vous. Quant à Jean-Philippe, on le voit ici réchauffer sa langue de velours au soleil de Québec, tandis que David révise en pleine émission les cours d'une langue qu'il ferait mieux de tourner 7 fois dans sa bouche. C'est à peu près grand comme un mouchoir. On parle anglais au Manitoba, bien sûr, mais il y a quand même quelques francophones. Conclusion provisoire, à bas la langue de bois et vive la langue de loutre. Et langue de loutre vient que la loutre a une très longue langue. D'accord? Et ça mange la truite. Et donc, la loutre, pour attraper la truite, s'en va derrière une bûche, passe la langue par-dessus la bûche, et là, fait la truite arrive, et là, la loutre saute dessus. Bravo. Je crois que ça va rester, ça. Il va falloir vous expliquer quand même sur la langue de l'autre. J'ai oublié de dire que la bûche est dans l'eau, hein, avec la loutre, naturellement. Écoutez, on vous a présenté comme podo-rythmeur, comme harmoniciste. Vous êtes conteur également. Vous contez quoi? Vous contez des histoires? Vous répondez à des questions? Ah, j'aime raconter. Vous souvenez-vous, Jean-Philippe, quand vous avez entendu la première fois les mots « être » ou « ne pas être » ? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je me souviens, j'avais 15 ans lorsque j'ai entendu ça. Je me suis dit « être ou ne pas être ». Bon, un autre qui est embêté. C'était une époque où j'étais assez embêté moi-même. C'était dans le temps de Lucy in the Sky with Diamond, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Frank Zappa and the Mother of Invention. Donc, être ou ne pas être, je dois vous dire qu'à cette époque, j'étais plutôt petits oiseaux étoiles. Mais comme toute bonne... Même pour ceux qui ne sont pas sourds. Mais comme toute bonne poire, j'ai mûri. Et arrivé à mon âge d'introspection, vraiment là, je me suis dit, tiens, ça... c'est pas si mal. Être ou ne pas être. Tout ce qui peut m'arriver dans mon introspection, malchanceux, je vais tomber sur le ne pas être. Chanceux, je vais tomber sur le être. Donc, j'ai été dans un placard, je me suis installé en petit bonhomme et je me suis posé la fameuse question pour me situer, être ou ne pas être.
Et j'ai été assez surpris parce que l'intérieur de mon corps est devenu complètement noir, sauf mon plexus, où j'ai vu une petite tache blanche. Et il y avait quelque chose sur la petite tache blanche, et je me souviens tout à coup, ma mère qui dit « Alain, Alain, est-ce que tu me passerais l'aspirateur, s'il te plaît? » Être ou ne pas être. Et j'ai continué mon introspection. Et ma mère de nouveau, Alain, je sais que tu es là. Je sais pas ce que tu fais dans les souliers de ta sœur. Être ou ne pas être. Et là, la petite tache blanche est réapparue. Et sur la petite tache blanche, c'était écrit « Où ». Je suis sorti du garde-robe, du placard en question. J'ai donné l'aspirateur à ma mère. Moi, j'acceptais vraiment de tomber sur le ne pas être. N'importe qui voudrait tomber sur le être. Mais jamais j'aurais pensé que Shakespeare avait truqué à la phrase puis que tu pouvais tomber sur le où. Et là, j'ai marché dehors. Je me disais, ça se peut-tu? Moi, je suis sur le où. Et pendant un petit bout de temps, je me sentais original sur le où. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte qu'une grande partie de l'humanité était sur le où et que je n'étais pas original du tout. Mais j'oublierai jamais un soir, sur la route des Sauvages, qui est dans le bas du fleuve, je marchais et tout à coup, il y avait un grand vent. Et dans ce vent, à un moment donné, ce vent m'a emporté et je me suis retrouvé assis dans le U du OU. Et j'en tenais une patte du U. Et là, j'ai entendu la valse tempête. Est-ce que vous voulez l'entendre? Ah, sûrement. Sûrement. Avec n'importe quelle harmonica, vous choisissez celle que Choix d'harmonica. Voilà.
venez nous rejoindre. Louis-Bernard Robitaille, c'est de l'air de chez vous, ça. Ah, bah, absolument, oui. J'entends moins souvent ces jours-ci. Vous êtes correspondant à Paris depuis combien de temps? Vous avez été correspondant combien de temps? Oh, 24 ans et demi. À Paris pour la presse. Voilà. Principal journal. Voilà. Hein, et vous avez publié un livre qui s'intitule, bien sûr, et la grandeur. Vous avez publié un livre qui s'intitule « Et Dieu créa les Français ». Voilà. Alors Renato, vous apprécierez, vous avez également été correspondant à Paris. On a parlé des embouteillages tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien que vous expliquiez le titre et l'anecdote autour du titre. Ah bah, c'est une vieille légende, en fait, qui a sans doute un fond de vérité. C'est-à-dire qu'aux origines, Dieu créa la France. Alors... et les autres pays, constatant ce qui avait été créé, à ce moment-là, se sont lancés en récrimination. Oui, parce qu'en France, qu'il y avait il y avait l'Atlantique, la Méditerranée, le soleil, pays du Nord, de la bière, du vin, la cuisine à l'huile, la cuisine au beurre, de très belles femmes, une culture extraordinaire. Et les autres pays se sont réunis et ont envoyé une ambassade auprès de Dieu en disant « c'est absolument injuste, vous avez tout donné à ce pays. Alors il faut faire quelque chose en contrepartie ». Alors Dieu, à ce moment-là, décida de créer les Français. Et les autres pays européens ont décidé à ce moment-là que la justice était rétablie. Voilà, c'est une bonne façon de faire connaissance de... Et on n'a pas dit les Parisiens. Non, on n'a pas dit les Parisiens. Pas du tout. On va pouvoir en parler dans un instant, c'était juste pour que l'on vous situe un peu mieux. Une petite séquence qui a été tournée à Montréal, parce que vous avez un rapport personnel avec les bus de Montréal. Oui. Mon père était chauffeur d'autobus. Donc tout petit, j'ai fait énormément de tours d'autobus. Démonstration. Bien, il y a des journées qui m'embarquaient avec lui. Et puis là, on partait d'ici, ici c'est le Forum de Montréal. La ligne, il faisait la ligne Atwater, puis après ça, il continuait sur la rue Ballantyne, puis il descendait jusque presque Ville-la-Salle, jusqu'à la piscine de Verdun. Et puis là, il revenait. Et moi, j'étais content. Je m'assoyais. Puis naturellement, quand tu es enfant, tout le monde est après toi. Il te donne une gomme, il te donne des bonbons, il te parle. Ton papa est chauffeur d'autobus. Et puis, voilà, moi, j'étais fier que mon père était chauffeur d'autobus et qui transportait les gens. Et j'étais heureux, simplement, d'être assis dans l'autobus, à voir regarder les gens, de le voir poinçonner. Puis, c'est un beau souvenir. Pour moi, c'est que quand tu as 5-6 ans, 7 ans, tu es dans un autobus, mais naturellement, les gens, ils parlent, puis ils sont surpris, ils se demandent ce que tu fais là. Puis j'ai déjà rencontré le maire de Verdun, puis le maire de Verdun me disait que c'était bien de faire des tours d'autobus, mais qu'il fallait que je m'inscrive à la bibliothèque. Et puis, c'est ça, c'était des plaisirs simples. Je crois que c'est important qu'un enfant de cet âge-là il puisse voir ce que fait son père, et non pas ce qu'est son père uniquement à la maison. J'étais très fier, moi. J'étais très fier. J'aimais bien faire ces tours-là. Puis la ligne était intéressante parce que ça partait du Forum de Montréal, ça allait jusqu'à la piscine de Verdun et rencontrer des gens comme ça. Il n'y a pas un peu de nostalgie aujourd'hui lorsque vous montez dans un bus et qu'à la place du chauffeur, il n'y a pas votre père? Oh, oui, certain. Surtout que mon père est mort depuis quelques années déjà. Et voilà, la vie continue. Hein. Alors, on va retourner faire le marché tout à l'heure au Salon du Livre. Moi, je vous propose qu'on se plonge quand même dans un autre marché qui va sûrement vous faire réagir. Marché à Montréal est interprété par Gilles Vigneault. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. The first girl I met, c'est la fille d'un avocat. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. She said, what have you got dans ce beau petit panier-là? She said, what have you got dans ce beau petit panier-là? I have got some eggs, n'en achèteriez-vous pas? I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I'll take 2 dozen, puis le bonhomme te paiera ça. I'll take 2 dozen, puis le bonhomme te paiera ça. I gave her 2 dozen, mais le bonhomme n'y payait pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. Voilà, retour. Alors, on va aller voir si Alex est toujours au Salon du Livre, s'il s'intéresse toujours au pavillon québécois et à la littérature québécoise. Devinez, I went to the market. Et to the market, j'ai rencontré Christine Brouillet.
C'est le grand marché aux livres ici, Voilà. vous le savez. Christine Brouillet avec nous. Christine Brouillet, c'est une consoeur, puisqu'elle écrit pour la radio, pour la télévision. Elle écrit pour les enfants, donc c'est aussi une consoeur pour nous. Et je dirais que c'est surtout une consoeur parce qu'on a l'impression qu'elle va plus vite encore que les journalistes. Elle a successivement écrit 2 romans policiers. Le dernier s'appelle Le Collectionneur. Vous l'avez forcément terminé il y a plus de 2 ou 3 mois quand même. Ah oui. Non, en fait, Le Collectionneur précédait C'est pour mieux t'aimer mon enfant, mais je suis colle à l'actualité. Le premier parlait de pédophilie, c'est sorti le moment de l'affaire du trou. Et là, Le Collectionneur est aussi d'actualité puisque c'est un tueur en série. On voit ce qui s'est passé en Belgique. Qui vraiment, cette année, ils ont des gros problèmes. Oui, tueur en série. Alors parlez-nous un petit peu de vous tout de même, Christine Brouillet. Comment est-ce qu'on écrit au Québec? Est-ce que c'est un métier particulier? On a dit tout à l'heure que vous faisiez aussi de la radio. Est-ce qu'on peut vivre uniquement Pour moi, c'est un métier. On est peut-être une dizaine d'auteurs à en vivre. J'en suis très chanceuse et je sais que c'est de la chance et je l'apprécie. Mais il faut écrire beaucoup pour en vivre parce que c'est pas un métier qui paye bien si on fait à moins des succès mondiaux, mais ce qui n'est pas encore mon cas, malheureusement. Donc, moi, j'écris pour les enfants, pour les petits de 8-9 ans, j'écris pour les adolescents et j'écris pour les adultes. Donc, je fais paraître au moins 2 ou 3 livres par année, ce qui fait que j'ai une trentaine de livres derrière moi et maintenant, je peux en vivre parce que j'en ai plusieurs. Mais j'écris un peu, je commence à écrire pour la télévision, mais je préfère faire mes romans tranquilles chez moi. Et moi, je partage mon temps entre Paris et Montréal. Donc, cette année, là, les derniers mois, j'étais à Paris, mais je vais retrouver mes racines en rentrant au Québec à l'été. J'attendais que la neige fonde, pour être honnête. On parlait de langue française ces jours, et un certain nombre de gens qui viennent ici s'étonnent à Genève de voir qu'on dit d'une femme chef que c'est une chef CHE2FE. Oui. Or, je prends votre livre et je lis tout simplement en tête l'auteur remercie, auteur O-E-U-R-E. Oui. C'est un néologisme, c'est un québécanisme. Chez nous, on le remarque même plus parce que c'est vraiment passé dans les mœurs d'écrire, de féminiser les termes. Alors, on parle d'un auteur, effectivement, d'une écrivaine. Moi, en fait, je suis romancière, donc... c'est plus simple. Mais c'est vrai que c'est une question d'habitude. On va dire acteur, actrice, et les gens sont surpris comme si on dit autrice. Mais en fait, c'est juste le C qui change pour un U, donc c'est pas un péché grave. Moi, je pense que c'est normal de féminiser. Je veux dire, quand on est une femme, on n'est pas un homme. C'est le charme de la différence est charmant. Pourquoi pas ne pas l'affirmer? Je voudrais revenir tout de même à votre façon d'écrire. Alors, je remarque donc qu'il y a un bouquin comme Le Collectionneur qui est en fait un roman policier, et qu'à part ça, vous écrivez... Salut mec, ça va très bien. Que donc, vous écrivez à part ça des livres pour enfants, Le ventre du serpent, La malédiction des opales. Alors comment ça se passe? Vous avez 2 machines à écrire, l'une pour ce qui est dramatique et l'autre pour ce qui est enfantin ou pas? J'écris... C'est moi la télé, hein. Je fais mes... Calme, fais-le gentiment. Merci, on continue. Oui, quand j'écris pour les enfants, je fais vraiment que ça. Et je le fais souvent quand je suis en déplacement parce que j'ai besoin de moins de documentation que quand j'écris pour les adultes. Quand j'écris des romans policiers, je rencontre des policiers, je rencontre des psychologues. Mais quand j'écris le livre Le Collectionneur sur les tueurs en série, j'avais lu une quinzaine d'ouvrages sur les tueurs en série. Donc quand je me balade avec l'ordinateur, l'imprimante et machin, c'est moins compliqué d'écrire pour les enfants quand je suis en déplacement. Mais j'en termine un, j'en commence un, j'en termine un, j'en commence un. Je suis pas... Je pourrais pas choisir entre les deux. J'aime autant écrire pour les adultes que pour les enfants, mais le courrier jeunesse qu'on reçoit des enfants est plus marrant que le courrier qu'on reçoit des adultes. Les adultes sont gentils. Ils vont dire « J'ai bien aimé votre roman, j'ai bien aimé votre livre ». Ça me fait plaisir, bien sûr. Mais j'ai reçu cette année la lettre d'un petit garçon qui avait lu Mystère de Chine dans la collection Romans jeunesse et qui me dit « Bonjour, je m'appelle Simon et je déteste la lecture ». Je me suis dit, c'est un enfant qui est très franc. J'ai été obligée de lire ton livre et j'ai été très surpris car j'ai aimé ça. Mystère de Chine, c'est aussi bon que de passer une soirée à manger de la pizza 4 fromages extra olive verte. Ben, des compliments comme ça, aussi sincères, fait qu'on a envie de continuer pour écrire et d'écrire pour les enfants. Mais je partage mon temps très équitablement entre les petits et les grands. Bon, en tout cas, Christine Brouillet, on peut rappeler que vous êtes là, présente en chair et en os sur le stand du Québec et de l'édition québécoise. Vous écrivez à propos des adultes des romans policiers, vous écrivez sur les enfants. J'ai même fait un guide de Paris, s'il y en a qui vont à Paris de Genève, j'ai fait un guide sur et si par hasard vous voulez écrire un roman sur les adolescents à l'âge bête, vous pouvez rester, on a tout ce qu'il faut ici. Allez, à vous. Merci de votre accueil. Merci Alex. Bon, on se rend compte que c'est pas très facile. C'est vrai que dans le fond, on l'a envoyé le pauvre au feu. Eh ben, on parle d'enfants. Ils sont autour de vous, les enfants. On salue celui qui a passé le petit panneau. Je salue mon papa. Ça, c'est de l'affection quand même. Vous avez vu. Il profite de la caméra, il passe son petit panneau, il fait son commentaire. Bon, très bien. Je pense qu'on va quand même retourner au Salon du Livre parce que dans le calme, avec peut-être
un rapport différent. Elisa a rencontré d'autres enfants, c'est ça? Toujours des enfants, c'était hier. Donc hier, c'était l'inauguration de ce salon. Et je vous propose d'écouter ce qu'ils pensent de la lecture et du livre. Voilà, bienvenue à tous au Salon international du livre et de la presse. On va peut-être demander, bonjour mademoiselle, qu'est-ce que tu es venue faire au salon? Voir le journal qu'on va faire en fait. Tu vas faire un journal? Ouais, on a fait un journal. Mais ça t'arrive d'écrire des lettres? Ouais. À qui tu écris par exemple? Ma cousine à Paris. Bonjour les filles, tout va bien? Oui, ça va. Oui. Vous avez fait vos emplettes, là je vois que les sacs sont pleins. Qu'est-ce que vous avez pris? Ben, on a fait un concours puis on a gagné. Vous avez gagné quoi? Des livres, une banane, une BD. Vous en lisez beaucoup de livres? Ouais, beaucoup. Quel est le plus beau livre que tu as lu dans ta vie? Le Royaume de la rivière. Combien de livres tu lis par année toi? Je peux pas dire, beaucoup. 1 ou 10? 10 et plus. Ça dépend. Si c'est pas si c'est un livre comme ça avec pas d'image, non, j'aime pas. Mais si c'est un livre comme ça avec pas d'image, ça va encore. Mais pas trop sans image, non. Qu'est-ce que tu préfères, lire ou regarder la télévision? Ça dépend des jours. S'il pleut, bah, je préfère lire. Et puis s'il fait beau, malheureusement, je préfère regarder la télé. Bonjour mademoiselle, tu es en train de jouer à l'ordinateur? Oui. Comment tu t'appelles? Naïs. Et quel âge tu as, Anaïs? 3 ans. 3 ans. Et tu sais déjà jouer à ça? Comment est-ce qu'il faut faire? Raconte-moi. Comme ça. Là? Ah! Et le petit oiseau est sorti. Combien d'heures par jour tu passes devant une console? 45 minutes. Et toi? Moi, j'en ai pas à la maison. Moi, je suis là, j'essaie juste une fois. Et vous pensez que ça développe leur imagination, ce genre de jeu? Et surtout, pourquoi? Bah, ça développe la mémoire, parce qu'aujourd'hui c'est de l'informatique, il ne faut pas l'oublier, à la base c'est de l'informatique, et donc vous avez ce qu'on appelle des séquences qui sortent à des moments bien précis dans le jeu, et le jeune les retient. Mais tu trouves pas que c'est des jeux un peu violents? On voit ça tous les jours à la télé. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça va, c'est violent, mais j'aime. Qu'est-ce que t'as acheté comme livre? Le guide de la drague. T'en as besoin? Non. Alors pourquoi tu l'as acheté? Pour un copain. Tu savais qu'il avait 50 ans, Lucky Luke? Bah, voyez, je suis docteur en rêve, c'est-à-dire que je passe un instant, un moment agréable avec les enfants qui sont hospitalisés. Nous allons voir les enfants qui sont à l'isolement, tous les problèmes d'oncologie. Nous allons voir aussi la chirurgie, donc les petits bobos, on soigne aussi. On raconte des histoires, on leur propose un peu de magie. On passe un instant. Nous sommes des gens qui avons le temps d'écouter l'enfant et de lui parler avec son langage. Eh ben, dites donc, ils étaient francs, ces gosses. Hein. Ouais, comme on dit au Canada, ces gosses, ils sont sympas. Il vaut mieux pas s'exprimer comme ça. Non. Ok. On a les gosses très francs. Bon, ça c'est 708 99 00. Vous aurez toutes les explications pour la suite de cette conversation. Louis-Bernard Robitaille, on l'a dit, ce contact avec les Français, comment les percevez-vous, les Français, après 20 ans passés, 20 ans d'une vie de Québécois en France? C'est-à-dire que, disons que, honnêtement, je crois que pour pratiquement, enfin pour tout Nord-Américain et pour un tas de gens de d'autres nationalités également, Paris est un énorme monstre, enfin c'est un monstre de 10 millions d'habitants, et c'est surtout Paris, enfin c'est un endroit, la France est un pays extrêmement codé, bon c'est pas le seul, l'Italie est un pays très codé également, Paris en plus a une concentration urbaine de 10 millions d'habitants et il y a un code de comportement extrêmement précis. Vous dites qu'il n'y a pas d'imprévu chez les Français, c'est pas ce qui les caractérise, vous dites qu'ils sont pas on pourrait dire en caricaturant, oui, un Nord-Américain effectivement est imprévisible au sens où ça peut devenir, un Nord-Américain honnêtement n'a pas beaucoup de racines, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de racines historiques, elles sont très très récentes, mais par contre il peut devenir n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il peut changer de sexe, aller en Californie, aller au Montana, devenir vendeur de godasses. Je veux dire que vraiment c'est tout à fait imprévisible, tandis que chez le Français, un Français qui est né dans le 15e arrondissement ou un Français qui est né dans le 7e arrondissement, à la limite si vous disposez de toutes les informations, savoir s'il y a un quart breton, un 8e juif, corse, cathare ou je ne sais trop quoi, vous pourriez presque dire ce monsieur va faire tel genre il va aller à tel lycée, après il va faire une grande école, il va devenir haut fonctionnaire dans tel ministère, etc. Et il va marier tel genre de personne, parce qu'en plus on se marie beaucoup, c'est très endogamique. Et, je veux dire, par exemple, c'est tellement déterminé. Par exemple, à Paris, bon, l'arrondissement du pouvoir, c'est le 7e arrondissement. Bon, et la bonne partie du 7e arrondissement, pas la mauvaise. Et finalement, il y a un tas de gens qui, on constate que
eux-mêmes n'habiteraient jamais en dehors, même si c'est un petit appartement, en dehors du 7e arrondissement, et le reste de leur famille est également dans le même endroit. Renato Burgi, correspondant aussi à Paris, vous êtes d'accord avec ce point de vue? Oui, alors tout à fait. Chaque arrondissement de Paris est un village avec ses traditions, ses mœurs, et en effet sa généalogie, si je peux dire. Ce qui est frappant dans le monde français, c'est d'abord, je dirais, juste en vitesse, contrairement à ce qu'on imagine, les Parisiens sont d'une extrême gentillesse, d'une très grande amabilité. Ça, ils parlent très vite et très fort, un peu plus que les Suisses. Les Suisses ont toujours l'impression d'être agressés, mais c'est pas le cas du tout. Si vous êtes dans le cercle, êtes dans le cercle, ils sont très gentils. C'est-à-dire, il faut déjà entrer dans le cercle. On parle de la rue, les magasins, les bistrots. Écoutez, les serveurs de bistrots à Paris sont 1000 fois plus aimables que ceux de Genève. Je m'en excuse. Il n'a pas d'expérience, monsieur. Vous me faites peur. Ce qui est en revanche frappant, c'est la hiérarchisation du monde, que ce soit le monde politique, le monde des médias. Il y a un respect de la hiérarchie, il y a des convenances, il y a une solennité que l'on ne connaît pas. Les Français sont d'autant plus anarchistes, ils sont très légitimistes. Ils respectent beaucoup l'autorité. Oui. C'est pour ça que de temps à autre, ils deviennent très iconoclastes. Alors je vais vous présenter, ou plutôt Alex va vous présenter un auteur qui est assez extraordinaire quand même. Il a une façon d'éditer qui est très particulière. N'est-ce pas, Alex ? Oui, tout à fait, Jean-Philippe, car vous le savez, pour certains auteurs et encore plus fort pour certains éditeurs, le nec plus ultra, c'est de publier 50, 100, 200, 500 000 exemplaires d'un seul et même livre. Et puis, il y en a d'autres plus modestes, qu'on appellera des artisans, qui publient 500 ou 1000 exemplaires d'un bouquin. Puis, il y a mieux encore. Il y a quelqu'un, au Québec, qui se fait fort de ne publier que 25 exemplaires de son livre, 25 exemplaires numérotés et qui plus est, écrit chacun à la main. Et cette personne, c'est Marianne Hubert. Marianne Hubert, elle a d'autres particularités. Elle est auteure, elle est poète, elle est écrivain, j'allais dire écrivaine pour reprendre le terme québécois. Et elle est suisse aussi, car vous êtes parti de Suisse il y a quelques années pour vous installer au Québec. Dites-nous un peu pourquoi et racontez-nous l'histoire de la Sauvagine, puisque c'est le nom de votre maison d'édition. Oui, ça fait 8 ans maintenant que j'ai choisi le Québec comme nouvelle terre d'adoption. En fait, c'est simplement, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu envie de tourner une page. Vous savez, on est habitué maintenant à avoir une femme qui fait carrière, puis qui ensuite, à l'heure actuelle, disons, qui ensuite choisit d'avoir des enfants. Moi, j'ai fait l'inverse. Je me suis mariée très jeune, j'ai eu mes enfants très jeunes, mes petits-enfants ont commencé à devenir très jeunes, puis tout d'un coup, je me suis dit, ben, maintenant, ma dernière a quitté la maison, c'est mamie qui va vivre sa vie. Donc j'ai fait mes valises et je suis partie de l'autre côté. Alors je prends l'avantage aussi de vos livres, c'est qu'on peut lire dans n'importe quel sens. Je prends un exemplaire, quand l'amour est brume, quand il n'y a plus rien à perdre, en soi crie chaque fraction de présent, exigeant la vie en continu. Et ce mot, la vie en continu, pour vous c'est important parce que la vie a eu quelques détours inattendus. Oui, disons que j'ai appris malgré moi la valeur de la vie. J'ai été mise devant la mort, j'étais mise en face de la mort. Et puis je pense que quand on revient de ce voyage-là, on ne peut plus être pareil. Automatiquement, on devient différent. Et puis en devenant différent, on a envie de vivre autrement. Alors pour moi, la vie est un cadeau d'abord chaque jour, chaque matin, chaque seconde. Et puis je pense que ce cadeau-là, on n'a pas le droit de le dilapider. De toute façon, je l'ai déjà dit dans certaines interviews, mais c'est vrai, la vie n'aime pas notre désinvolture. Ce qu'on fait de manière désabusée ou ce qu'on fait de manière volontairement calculée ou quelque peu mesquine, de toute façon la vie va nous le rendre. Donc moi je préfère que la vie nous rende quelque chose de beau. Il faut lui donner du beau, elle va nous rendre du beau. Alors du beau en voilà, Mémoire minérale, c'est l'un de vos livres exemplaires, 25 exemplaires au total, tous signés, tous faits à la main. On peut en trouver d'autres sur le stand puisque vous êtes présente. Je vous remercie Marianne Hubert. Merci et à tout à l'heure sur le stand. C'est gentil, merci. Merci Alex, c'était un très beau témoignage et c'est une belle façon d'écrire quand même que d'écrire de cette manière, d'avoir ce type de rapport avec le lecteur, non? Vous ne trouvez pas quelqu'un qui se donne la peine de vous écrire un livre? Ah bah tout à fait, oui, ça fait un objet, oui, ce n'est pas jetable. Hein? Non. À l'époque, alors qu'on est à l'ère du jetable. Tout à fait. Alors comme on a des Québécois avec nous, depuis le début de la semaine, on s'est mis à répertorier un certain nombre d'expressions qui pourraient nous être utiles dans la vie. Elisa, bravo, bravo, bravo.
On est entre femmes. Je peux vous poser quelques questions? Mais on est pas ensemble. Nous avons une discussion vraiment sérieuse. Très sérieuse. Mais écoutez, excusez-nous alors. Pas de problème. Pas de problème. Alors si vous voulez, voilà, c'est pas trop intime. Non, c'est pas trop intime. Alors voilà, ce sont des expressions canadiennes, québécoises. Il faut essayer de trouver le sens. Vous trichez pas, hein? Non, non, j'en connais nous deux, allons-y. Maintenant, il faut peser sur la suce. Disons qu'il faut boire un verre. Je dis au hasard, parce que là, je ne les connais pas. C'est excellent. Peser sur la suce. Ça rien. Manger une glace. Cliquer sur la suce. Suce. Suce, c'est le pouce, non? Sucer? Ouais, je sais pas. D'après vous, c'est ça? Oui. Mal au pied. Répétez. Avoir mal au pied. Ok, deuxième. Être lourd. Moi, je sais pas. Cuisiner. Ça, je peux rien vous dire. Je suis désolé, mais... Ça s'appelle comment, on a le... La paille. Peser sur la suce. C'est une paille. C'est une paille. C'est une paille, oui. Voilà. Vous? Peser sur la suce. Peser sur la suce, ça veut dire accélérer. Quand quelqu'un vous dit allez, pèse sur la suce, ça veut dire accélérer. Démarrer très vite. Vous sentez le swing. On a la forme. On a la pêche. Vous embaumez. Ça veut dire que vous puez. J'allais dire que vous puez sous les bras. J'allais le dire. Bon, mais c'est pas mal J'allais quand le même. dire. Merci. Par contre, vous sentez bon. Merci, c'est gentil. Salut. On repasse à Zigzag Café. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'on se fait une réputation. Alors, que signifie l'expression? Peser sa suce, c'est appuyer sur l'accélérateur. Puis sentir le swing, c'est sentir fort, sentir mauvais. Voilà. Il y en a un qui est légal et l'autre qui est illégal, en gros. Pour les amis. À l'époque, dans les vieilles bagnoles, je pense que l'accélérateur ressemblait à un petit biberon parce que c'était pas un machin comme ça, c'était juste un petit bouton. Alors, on va passer à un exercice que l'on pratique. titillait. On va passer à un exercice pratique. Dans votre livre, il y a un certain nombre de chapitres et un chapitre est consacré à Richard Desjardins. Quand vous dites qu'il est vraiment un peu particulier. Alors vous allez nous en parler dans un instant, un extrait de chanson, histoire de voir si vous avez fait des progrès dans les expressions québécoises. Ton dos parfait comme un désert quand la tempête poursuit sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Moi je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Il est midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les mirages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau de la mort, un envoi du ciel. J'en crevais pas mon corps. Bon, ça c'est Richard Desjardins. Dans votre livre, vous dites qu'il est vraiment très particulier parce que c'est une carrière faite sans possession. À part les chanteurs commerciaux, c'est ce qui est apparu de plus important et de mieux à Paris depuis, depuis Vigneault ou depuis Vigneault et Charlebois. C'est un homme extraordinaire. Oui, tout à fait. En plus, effectivement, c'est vrai qu'il refuse toutes les télévisions en playback, ce qui veut dire qu'il en refuse pas mal parce que il n'y a plus que ça. Alors, donc il est allé au Cercle de Minuit, il leur a infligé de leur Adler, il leur a infligé une chanson de 7 minutes en plus. Alors les gens étaient désespérés. Et il a un fan club parce que moi je considère c'est l'équivalent de Bob Dylan. C'est un magnifique interprète qu'on a reçu à plusieurs reprises d'ailleurs. Voilà, et il ne dépend pas du tout des modes, c'est vraiment un indémodable. Partagez ce point de vue sur Richard Desjardins. Tout à fait, j'aime beaucoup sa poésie. Et c'est vrai que certaines expressions sont quand même assez difficiles. Elle me fixe le squelette, Oui, il y a des expressions qu'on... C'est sa langue à lui, c'est assez rare. En réalité, il a une langue poétique, mais c'est sa langue à lui. Et je veux dire, c'est pas plus typiquement québécois que... Il y a des expressions d'Abitibi.
Oui. Ben, tu sais, on parle pas comme ça à Montréal, mais c'est vrai qu'il joue avec les mots, il fait ses propres expressions. Je peux fixer le squelette, j'ai l'impression que c'est plutôt de lui, non? Oui. Probablement. C'est du Desjardins. On va progresser là. C'est le dictionnaire Desjardins. En tout cas, merci de ces explications. On va, puisqu'il y a des journalistes, puisqu'il y a un salon du livre et que, à travers, vous l'avez vu, il y a des enfants, on rigole au salon du livre et puis on se pose aussi des questions assez sérieuses quant à savoir ce qui peut se produire lorsque des journalistes prennent des risques. C'est la raison de la présence de Renato Burgi sur ce plateau. Eh bien, peut-être pour être dans le ton, d'abord un spot que vous pourrez voir sur vos chaînes. Vous les verrez aussi bien au Québec qu'en France, qu'en Suisse et partout, parce que c'est absolument nécessaire de rappeler ça. Soutenez Reporters sans frontières. Achetez l'album Sans photo pour défendre la liberté de la presse. Alors Renato Burgi est d'abord Reporters sans frontières. Pour les gens qui ne savent pas initier, qu'est-ce que c'est Reporters sans frontières? Bon, écoutez, il y a Médecins sans frontières et toutes sortes de choses. Reporters sans frontières est une association de journalistes qui existe en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Suisse et ailleurs encore, qui défend à travers le monde, quel que soit le régime, quel que soit le système, la liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté d'être informé, parce que ce sont trois choses qui vont ensemble. Défendre la liberté de la presse aujourd'hui, où on parle beaucoup de la multiplication, on a un flot d'images, un flot de médias, est-ce que ce n'est pas la qualité de la presse qu'il faudrait défendre? Il y a des problèmes éthiques que nous nous posons aussi, mais c'est des problèmes, je dirais, presque de pays de luxe. Notre première tâche, notre première urgence, c'est d'aller au secours de ceux qui sont des victimes. Et il y en a beaucoup. Vous avez vu qu'il y a plus de 600 journalistes qui ont été tués en 10 ans. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a à peu près 120 ou 130 ou 140 journalistes qui sont enfermés dans des conditions épouvantables dans toutes sortes de pays du monde. Je citerai, et c'est pas exhaustif ce que je dis là, la Chine, l'Éthiopie, le Nigeria. Ils sont en train de mourir au fond de certaines cellules. Les Reporters sans frontières dénoncent, attaque les gouvernements qui font ce genre de choses, et puis essaye aussi, par des parrainages, par des soutiens directs, de venir au secours de ceux qui sont enfermés, de ceux qui sont battus, et surtout de leurs familles également. Mais vous évoquez l'urgence. Est-ce que l'urgence, elle n'est pas sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas des gens qui meurent de faim? Est-ce que ce n'est pas des gens qui ont besoin d'aide? En quoi est-ce que la liberté de la presse va les aider? Alors, je pense qu'il n'y a pas de liberté sans la liberté de la presse. Je crois que je dis une banalité, là. Et les régimes dans lesquels les gens meurent de faim, ce sont des régimes dans lesquels il n'y a pas de liberté d'information. C'est-à-dire que les deux choses vont absolument ensemble. Et d'ailleurs, le livre de Depardon, dont on va pouvoir voir quelques photos d'ailleurs, bien sûr, est un livre ce ne sont pas des photos sur les journalistes d'une manière précise. Ce livre, qui, je le dis vite en passant, mais il faut vite se faire sa propre publicité, est vendu dans tous les kiosques en Suisse, en France et ailleurs depuis hier, depuis aujourd'hui. Achetez-le, merci beaucoup. Je veux dire, ce livre n'est pas fait de photos qui tournent autour des journalistes, mais de photos de gens qui, pour une raison ou pour une autre, sont les victimes de l'oppression. Et quand les journalistes sont en danger dans le monde, c'est pas seulement à cause des gouvernements, c'est aussi parce que la mafia soviétique ne supporte pas la liberté de certains journalistes et qu'elle les assassine, c'est parce que les mouvements extrémistes, comme les mouvements islamistes en Algérie, n'aiment pas du tout la critique, et les journalistes là sont la cible de deux points de départ, c'est-à-dire d'une part le gouvernement et d'autre part les opposants au gouvernement. Si vous prenez Cuba, où il n'y a pas de liberté de presse du tout, je veux dire, comment voulez-vous que les gens soient informés s'il n'y a pas la liberté des journalistes? Je ne dis pas que c'est la chose la plus importante du monde. Bien sûr que les enfants qui meurent de faim, c'est tout aussi important, mais je pense que les choses sont liées. Alors Renato, vous êtes là parce qu'au Salon du Livre, vous êtes présent. Christine Ockrent sera à vos côtés demain. Enfin, il y a entre une mobilisation. 15h et 17h notamment. Voilà, et puis samedi, ça sera la journée de Reporters sans frontières. Quels sont les rendez-vous que vous nous fixez? Écoutez, alors, sur notre salon, nous vendons ce genre de livres, etc. Mais samedi, nous organisons un grand débat qui est vraiment tout à fait suisse, mais qui touche à des problèmes d'éthique. C'est une interrogation pour savoir, un grand débat pour savoir quelle était l'attitude ou la responsabilité de la presse suisse dans l'affaire des fonds en déshérence, dans l'affaire des fonds juifs. Il y aura plusieurs rédacteurs en chef des grands quotidiens romans, La Tribune de Genève, Le Matin, etc., qui, sous la houlette, si j'ose dire, de Romain Jean, que tout le monde connaît, débattront avec le public
de ce type de questions. Et quand vous lisez les lettres de lecteurs dans les journaux chez nous, on doute bien que cette question, ce problème éthique, qu'avons-nous fait, comment avons-nous agi dans cette horrible histoire qui concerne la Suisse maintenant, ces lettres de lecteurs montrent bien que c'est une préoccupation générale. Alors encore un petit mot peut-être pour Alain Lamontagne et pour vous. Hein, c'est une anecdote qui me traverse l'esprit parce qu'on parle volontiers de la défense des journalistes, notamment des journalistes du Nord, il ne faut pas oublier les journalistes du Sud. Et je me souviens d'un coup d'État quelque part dans un pays d'Afrique. Des militaires prennent le pouvoir et à un moment vont s'approcher de la radio-télévision où un de nos collègues se trouve là et on lui dit voilà, c'est le nouveau message que tu dois lire aux téléspectateurs et aux auditeurs. Il se trouve qu'il doit le lire dans une langue d'une autre région, donc le traduire. Et l'homme regarde le texte, ce journaliste regarde le texte et à un moment il dit écoutez, j'ai un problème. Alors vous imaginez, nuit africaine, Kalachnikov, la tension, il dit j'ai un problème et on lui dit au fond mais quel est votre problème? Il dit, il y a un mot que je ne peux pas traduire. Et on dit, alors tout le monde est très très tendu, il joue sa peau au fond, et le type on lui dit, alors quel est le mot que tu ne peux pas traduire? Et le type répond, renégat. C'était un terme extraordinaire, extraordinaire. Chapeau à ce journaliste africain, d'ailleurs, dont on n'a plus jamais eu de nouvelles, mais ça ne va pas nous surprendre. Nous autres qui sommes en tout cas à vos côtés pour Reporters sans frontières, merci d'avoir été avec nous. Merci et puis, la vie, c'est qu'on change et qu'il y a des téléspectateurs qu'on chercherait à atteindre, n'est-ce pas, Elisa, pour leur parler, éventuellement leur proposer quelque chose d'autre, voilà, sourire avec eux. Exactement. Là, on ne va pas faire un grand voyage, on va rester dans nos frontières, concrètement dans le Jura, et nous allons jouer dans le cadre du comme nous le faisons déjà depuis lundi dernier, je crois, jusqu'au 20 juin prochain. Nous allons jouer aujourd'hui avec François Duquemin. On va voir s'il a compris un petit peu l'accent québécois. Donc, François Duquemin est un fan de VTT. Et ça tombe très très bien parce que la question du jour est autour du vélo. François, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, c'est formidable. Vous allez bien? Très bien, oui. Bon, alors avant que vous me donniez la réponse, donc la question que je vous ai posée tout à l'heure à midi moins le quart, moi j'aimerais quand même vous rappeler le prix pour lequel vous jouez aujourd'hui, parce que c'est Air Engadina qui vous offre un billet Genève-Dublin pour une personne, donc aller-retour dans un de ces 6 vols. Alors maintenant, vous allez me répondre à la bonne question parce qu'il faut le gagner ce voyage. Donc en 1988, il n'y a pas si longtemps, une première retransmission en direct a eu lieu. C'était à l'occasion d'une demi-étape. Donc il s'agissait bien sûr du Tour de Romandie dont nous avons parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez la réponse? C'est Montel et Maya de Ride. Ben c'est parfait. C'est parfait pour un fan de VTT, voilà. C'était facile. Oui, tout à fait. Alors je suis vraiment ravie de vous offrir ce voyage et puis n'oubliez pas également que l'Opel, donc le grand prix qui sera tiré au sort le 20 juin prochain, peut peut-être vous appartenir si vous êtes tiré au sort ce jour-là. Je vous embrasse et puis continuez à jouer avec nous. Merci bien, bonne journée. Merci. Merci Elisa. On doit rappeler, Monsieur Robitaille, que vous êtes au Salon du Livre. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous, vous aussi, pour un débat sur la défense de la langue française. Tout à fait. Vous êtes prêts? Vos arguments sont ripollinés? Voilà, tout en nuances. Quelles seront les deux idées que vous allez défendre? Quelle est l'idée principale que vous allez défendre dans le débat, en un mot? Effectivement, je crois que la stratégie, maintenant, il y a une langue il y a un espéranto international qui est une espèce de sous-américain, qui est la langue de communication dans le monde et puis qui est très importante. Je crois que les grandes langues régionales, en fait, qui sont l'allemand, le français et l'espagnol, l'italien, doivent un petit peu s'unir et il y a des limites qu'il ne faut pas accepter de dépasser. Voilà. Merci beaucoup. On retourne au Salon du Livre. Alex, vous nous présentez l'invité que nous recevrons demain. Eh bien, Jean-Philippe, d'abord, vous le voyez sans doute sur ces images, il y a foule dès ce matin ou dès ce midi au Salon du Livre. Demain, notre invité sera en particulier, toujours aux côtés d'Alain Lamontagne, Bernard Assini-Wiik, qui est là à côté de moi en ce moment. Bernard, bonjour. Bonjour. Nous sommes vus il y a quelques jours à Hull, aux limites du Québec. Voilà. Mais vous êtes non seulement un Québécois, mais vous êtes surtout un Cri, un Amérindien de la nation indienne des Cris. Voilà. Et c'est de cela que nous parlerons demain. C'est la plus grande des nations au Canada, en tous les cas. Oui, dans le nord, du côté de la baie, du baie James, du lac Waswanipi. Nous habitons 6 provinces sur 10 au Canada. Bon. Alors, et demain, nous parlerons de ça, puisque vous avez écrit passablement là autour. Nous parlerons du livre, nous parlerons du Musée canadien des civilisations, où je travaille. Et je sais, petit message à l'attention d'Alain Lamontagne, que vous aimeriez bien essayer de tenter une impro avec lui. Oui, pourquoi pas. Bon, alors il entend, on se tâche de se mettre d'accord. Et puis dernière chose, en un mot, un visiteur
au passage Qu'on pour vous salue. dire que Pierre-Alain Terrier, qui était notre invité pendant une semaine à propos du sida fin novembre dernier, tient lui-même un stand ici, celui de PVA et du groupe SIDA. Donc Pierre-Alain, pour ceux qui voulaient tant le rencontrer, il est là pendant le salon. Je vous rends l'antenne, à vous et à demain. Merci Alex, merci Pierre-Alain, merci à notre invité de demain qu'on se réjouit de retrouver. D'ailleurs, figurez-vous qu'Alain Lamontagne est déjà en place pour faire un duo avec l'invité. On va terminer avec vous en vous remerciant d'avoir participé à cette émission, en rappelant aux téléspectateurs qu'on peut vous voir tout à l'heure. Oui, absolument, vous me demandez les horaires. Oui, s'il vous plaît. Attendez, je consulte votre agenda. Il y a 3 heures. À partir de, voilà, moi je vois 17h. Bon, c'est pas grave. Et puis je voulais juste rappeler, c'est très important, que demain, nous aurons Richard Anconina et Monsieur Gilou sur le plateau pour parler du film La Vérité si je mens. On sera là aussi à Paris, dans un quartier bien précis, celui du Sentier. Richard Anconina demain et Alain Lamontagne aujourd'hui. Eh bien, je vais vous souffler une pièce qui s'intitule Belize, en espérant que la personne qui a trouvé mon passeport ne soit pas partie à Belize avec mon passeport.